Bonjour à tous, hein. Bienvenue aussi aux participants et à nos chers panélistes. Bienvenue à mon co-modérateur, Mombi, aujourd'hui. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci, Le Mianda. premier webinaire Kelobantu de l'année. On sera obligé de démarrer. Il est déjà 16h04. Ça va? J'attends le feu vert pour. Ça va, C'est bon, nous Julie, c'est sommes bon? live, je pense, hein. Très bien. Donc voilà. Donc bienvenue à tous, bienvenue à nos panélistes, bienvenue Mombi. Encore une fois, bonjour à Dr Luc et Madame Yvette, Madame Pamela. J'espère que je n'oublie personne. Madame Joël. Donc voilà, c'est encore un de nos webinaires qui est l'Obantu et nous sommes très heureux de vous accueillir. Ça faisait un bon bout de temps que nous n'avons pas eu à échanger sur notre plateforme. Donc, Kelobantu, comme vous le savez, c'est une plateforme. Je vais essayer de vous l'expliquer encore une fois pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est une plateforme qui vise à contribuer au développement de la RDC, donc en améliorant surtout les ressources humaines au niveau de l'entreprise. Donc, Kelobantu essaye de rassembler l'employé et l'employeur autour d'un dialogue social afin de pouvoir discuter tout ce qui est défis et opportunités et de renforcer les capacités nécessaires pour les deux parties afin d'aboutir à une durabilité de l'entreprise. Donc, la plateforme a été créée sous l'initiative de deux partenaires, qui est donc la Sodeco et le NIR, qui est le Conseil des industries suédoises. Kelobantu s'est lancé quelques objectifs à sa création et je vais essayer de les énumérer pour vous, dont le premier est de favoriser ce partenariat entre employés et employeurs et ensuite d'établir une analyse de besoins dans chaque entreprise partenaire afin de faire ressortir donc les lacunes, comme nous avons dit tout à l'heure, les lacunes qui empêchent d'atteindre cette durabilité qui est visée par tous. Et le troisième objectif était au fait de promouvoir la réinsertion de la diaspora pour le partage des expériences et des meilleures pratiques qui amélioreraient les compétences dans le milieu du travail. Le quatrième objectif, c'est de travailler vers un minimum de représentativité de 30% des femmes dans les rôles décisionnels d'ici 2030. Et le cinquième, c'est d'assurer, oui, je vois Pamela est contente, d'assurer l'établissement, l'amélioration ainsi que la mise en œuvre des politiques d'équité en respectant donc la diversité dans notre société. Le dernier objectif, mais non le moins important, c'est de créer la possibilité de développer des compétences ciblées nécessaires pour atteindre pleinement le potentiel individuel afin d'alimenter l'entreprise pour atteindre donc la productivité maximale. Donc voilà donc les objectifs lancés par la plateforme Kelobantu. Je vais laisser Mombi expliquer l'écosystème qui a été créé tout autour de la plateforme pour nous permettre justement d'atteindre ces objectifs-là. Mombi, à toi la parole. Ah, nous t'entendons. Tu es sur Désolé, mute? désolé. Merci, merci Mianda. Bon. Effectivement, nous avons un écosystème qui est on va dire, divisé en trois axes. Donc, un atelier, un forum et une académie. Et l'atelier, justement, sert de plateforme pour analyser les besoins, hein, avec les gestionnaires, tout le monde qui sont dans le secteur du capital humain et les représentants des employés des différentes entreprises. Et ensuite, nous avons le forum qui est le forum Kelobantu, qui est justement ce lieu de rencontre avec des conférences, formations, des salons d'emploi, des expositions. Et l'année dernière, nous avons eu le forum Kelobantu qui d'ailleurs était un grand succès et j'imagine très attendu pour cette année. Et ensuite, l'académie qui est donc la suite naturelle. Le troisième axe, donc c'est l'académie qui renforce justement les compétences, qui est justement un skill development, une optimisation du capital humain parce que c'est justement ce dont nous avons besoin dans ce secteur. Il y a un gap, je pense qu'on va en parler et on en parle au quotidien, ce gap entre justement le demandeur d'emploi et le donneur d'emploi, et c'est à ça que sert
doit servir cette académie. Elle a comme but de renforcer justement ses compétences et de diminuer ce gap. Voilà, c'est un peu ça l'écosystème de Kelobantu et ses 3 axes. Merci beaucoup, Mombi. Alors, nous ne sommes pas juste seuls, Mombi et moi, bien que nous allons modérer cet événement. Nous avons l'honneur d'accueillir des panélistes exceptionnels. Et pour moi, c'est un grand honneur parce que je les connais tous sous d'autres casquettes et sous d'autres angles. Et aujourd'hui, c'est un bonheur de pouvoir discuter sur une thématique qui est très pertinente. Donc, nous avons avec nous Madame Pamela Ilunga. Madame Pamela Ilunga, bienvenue. Madame Pamela Ilunga est donc directrice des ressources humaines chez Vodacom et coordonnatrice aussi de l'ANAPI. Elle est experte dans la gestion des ressources humaines avec plus de 15 ans d'expérience dans les multinationales ici, mais aussi en Afrique du Sud, Gabon et en RDC. Donc, elle est détentrice d'une licence en français et une licence spécialisée en ressources humaines qu'elle a obtenue au fait de l'Université de Pretoria. Donc, bienvenue, Pamela. Merci, Mianda. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Nous avons aussi Madame Joëlle Caballo, qui est responsable du segment des femmes entrepreneurs à la Robank. Elle est formatrice certifiée en Business Edge Access, module du Centre de commerce international et module développé pour la RDC en matière de crédit bail pour les PME. Bienvenue, Joëlle. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Et bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Merci. Donc ensuite, je vais introduire Dr Luc Nsini, qui est conseiller technique principal pour la réponse aux épidémies en RDC. Il travaille également en tant qu'expert résident à la Fondation Bill Gates et joue le rôle de liaison avec le bureau de la présidence de la RDC pour l'agenda de la santé. Donc, bienvenue à vous, docteur. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Sur l'invitation. Oui, donc on vous annonce qu'il y a un petit souci. Nous espérons que le lien, le lien va se rétablir. Voilà, on est en famille. Le lien va se rétablir avec docteur Luc parce que nous avons un petit problème au niveau de l'audio. Par contre, la vidéo fonctionne bien, mais l'audio est un peu faible en ce moment. Et nous espérons que cela va se rétablir. C'est dommage. Peut-être que nous pourrons de temps en temps, docteur Luc, vous lire quand la connexion ne sera pas nette. Donc, tout à fait. N'hésitez pas d'écrire, voilà, comme dit Mianda, n'hésitez pas peut-être de vous servir du chat. Et nous, voilà. Nous allons vous dépanner à ce niveau-là pour faire le relais. Alors, il y a encore une de nos panélistes, une panéliste que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. C'est l'une des nôtres au fait de la SODEICO. Il s'agit de Madame Yvette Bakonda, qui est responsable de la gestion santé sociale et la sécurité à SODEICO, donc RH Solutions. Elle est spécialiste en gestion de ressources humaines avec plus de 10 ans d'expérience et 5 ans d'expérience dans la gestion clientèle, la force de vente peut appliquer les stratégies de banque en RDC et en RDC et ailleurs. Donc, bienvenue à Madame Yvette et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Merci. Très bien, donc sans plus tarder, Mombi, moi je propose qu'on puisse démarrer avec les questions qu'on a pour nos panélistes parce qu'il y en a beaucoup et je suis sûre que les participants en auront aussi. Juste pour information à l'audience, il y a la section Q&A qui est là pour toutes les questions que vous pourrez écrire. Nous ne pourrons pas ouvrir le micro de tout le monde pour poser des questions live aux panélistes, mais il se pourrait qu'une ou deux questions soient tirées du Q&A et nous accorderons de pouvoir poser la question directement aux panélistes de votre choix. S'il y a des questions qui ne sont pas répondues, nous allons nous assurer qu'à la fin, nous allons essayer de garder contact et vous répondre pour ces questions-là. Donc, la première question, elle sera dirigée donc, vers Madame Joëlle. Donc, aujourd'hui, la thématique tourne autour de la diversité.
la femme congolaise et la riposte face à la crise. Donc, la crise de la COVID-19 a, comme vous le savez, occasionné un grand nombre de pertes d'emplois dans le monde entier ainsi qu'ici en RDC. Madame Joëlle, vous qui êtes responsable du segment de femmes, il nous est dit que les femmes sont plus affectées que les hommes. Est-ce vrai? Et si oui, qu'est-ce qu'il en est de la femme active? Elle étant beaucoup plus vulnérable que l'homme sur le plan économique, du fait qu'elle évolue dans la précarité en général. Comment cette réalité s'est-elle fait ressentir? Nous savons que vous, dans votre secteur, vous avez affaire à la femme commerçante, la femme entrepreneur, et vous avez directement des échos de l'impact qui a été ressenti au point de vue économique. Pouvez-vous partager votre avis avec nous? Oui, tout à fait. Bon, merci pour la question. Tout à fait. La femme a été beaucoup plus impactée, nous l'avons vu, parce que déjà, il y a des réalités qu'elle vit par rapport aux moyens économiques, à la vie sociale notamment aussi. Et la crise sanitaire que nous avons connue n'a pas été vraiment pour favoriser déjà les démarches qui étaient déjà entamées depuis quelques années. Toutes les institutions se mettent un peu en avant pour pouvoir aider cette femme-là à pouvoir réduire le gap qu'il y a entre l'homme et la femme sur le plan économique et tout à fait aussi sur la vie sociale. C'est la part des difficultés qu'elle a, par exemple, dans le ménage, des difficultés qu'elle a sur le plan social, je pourrais dire, sur le plan social, par exemple, avec tout ce qu'elle vit comme réduction des moyens, c'est qu'elle vit comme violence domestique, il faut qu'on en parle aussi, les violences domestiques, les violences intrafamiliales, sur le plan du travail également. Et la femme entrepreneur, avec les moyens limités qu'elle a pour pouvoir tenir son business, ça a aussi impacté fortement. Tout de suite, j'aurais souhaité parler de quelques exemples que nous avons vécu avec les femmes entrepreneurs qui, prenons une par exemple, qui a eu accès à un prêt sur l'année 2019 et tout d'un coup sur 2020, il y a un arrêt. Donc, toutes ces femmes commerçantes qui se sont vues sur le plan économique à Kinshasa, on pourrait prendre lors du confinement, elles ont leurs activités basées, centralisées dans la commune de la Gombe. Là, je prends déjà pour la ville de Kinshasa. Le centre-ville est fermé. Et donc, toute celle qui a son activité au niveau du centre-ville se voit limitée, elle ne peut plus aller, elle ne peut plus faire tourner son business, elle ne peut plus faire tourner ses affaires et elle est privée de ses moyens. Il y en a qui nous parlent, par exemple, elle devrait payer son loyer, elle doit payer son personnel, elle doit payer les taxes, mais même si on reprend le business, après ça, c'est le loyer qui va suivre. Donc, elle devra payer pour tout le mois qu'elle n'a pas payé, elle devra payer ces loyers-là. Pour tout son personnel qu'elle n'a pas dû payer, il faudra les mettre en congé technique, si je dois dire, quelque part, ou alors mettre fin au contrat. Et dans la plupart des cas, toutes ces femmes-là emploient d'autres femmes. Elles emploient d'autres femmes et donc de fil en aiguille, c'est vraiment toute une chaîne qui est impactée parce que ça part de l'employeur à l'employé, de la femme commerçante par rapport à ses clientes, par rapport à ses fournisseurs. Donc, c'était vraiment tout le système qui est bloqué et la femme qui a déjà des difficultés sur le plan économique, qui a des moyens limités, qui a des difficultés sur le plan social, elle se voit très impactée par rapport à cette réalité qu'on a connue. Est-ce que par rapport à cela, je sais que vous chapeautez un programme qui est consacré aux femmes, donc les dispeuses. Est-ce que vous avez pu vous réajuster par rapport à cette nouvelle réalité due à la pandémie? Y a-t-il eu des mécanismes qui ont été mis en place spécifiquement pour répondre aux besoins de cette femme entrepreneur dans le cadre de la pandémie de la COVID-19? Il y a des démarches qui sont faites par plusieurs institutions financières comme la nôtre aussi. C'était déjà par rapport aux prêts que les femmes ont eus. Il fallait soit donc voir avec elles, soit il faut
mettre des délais, mettre en place des délais de remboursement un peu plus longs. Ça veut dire leur donner un délai où elles vont, par exemple, ne pas payer les intérêts, ou alors elles payent les intérêts, ou alors on rallonge, on restructure les en compte aussi, par exemple, le délai de remboursement, lui accorder un délai de grâce, hein, comme plus facilement on le dit, le délai de grâce, ça veut dire qu'on lui donne entre 3 et 6 mois jusqu'à 8 mois où elle va fonctionner sans pouvoir rembourser son prêt, ni en capital, ni en intérêt, pour lui donner le temps de se refaire. Donc, il y a une restructuration, soit pour certaines qui ne pouvaient même pas, après restructuration, continuer le remboursement, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons aller progressivement à faire arrêter ce prêt-là d'une manière beaucoup moins, et prendre aussi des contacts avec d'autres institutions pour obtenir des fonds de garantie, par exemple. Nous avons signé pour les femmes entrepreneurs, donc nous avons un fonds de garantie qui pourra être mis en place. Moi, je vous ai perdu, j'ai perdu Joël. Est-ce que vous êtes là? Ben, alors, on va en attendant le temps qu'elle se reconnecte. Moumbi, peut-être que tu pourrais diriger notre prochaine question avant que nous revenions vers Joël. Absolument. Et si je ne me trompe pas, c'est une question pour docteur. Oui. Adressée au docteur Luc. Donc, le taux de mortalité lié à la COVID-19 est plus élevé chez les hommes. En revanche, la crise sanitaire a accentué l'inégalité à l'accès aux soins de santé pour les femmes. Allô? Oui, Moumbi. Oui, je ne t'entendais plus. Mais voilà, c'est entrecoupé, mais tu es là. Nous t'entendons. Je suis de retour. Dans la question, donc, pour docteur Luc est la suivante. Donc, le taux de mortalité lié à la COVID-19, selon les statistiques, est plus élevé chez les hommes. Mais en revanche, la crise sanitaire a accentué l'inégalité à l'accès aux soins de santé pour les femmes. Donc, concernant les femmes rurales, comment remédier à son problème d'inaccessibilité aux soins de santé, particulièrement en temps de crise? Merci pour la question. J'ai une question dès le départ. Voilà, nous vous entendons. Brièvement, d'abord, dans le monde du Congo. Comme vous le savez, à la 25, donc, le nombre est à 27 ans. Pour 7 décès, qualité de 2%, et il y a eu 1073 guerres. Et pour ces la province et la avec 3 des cas, puis du nord 7%, du haut 6%, le Congo central. Bon, c'est comme vous le savez, le riposte de la COVID-19 est basé sur des santé. C'est-à-dire. C'est très difficile. Oui, je pensais que c'était uniquement chez moi. Excusez-moi, docteur Luc, c'est vraiment de pouvoir capter votre message, vu que c'est vraiment entrecoupé. C'est dommage parce que nous avons vraiment besoin de ces statistiques. J'ai cru entendre quelques statistiques que vous nous présentiez. Je vois pour changer de système. Continuez et je veux revenir. D'accord, donc vous allez nous revenir avec ces détails très importants. C'est très bien. D'accord, donc on va essayer de connecter. D'accord, on va donc passer à l'autre question. Donc, docteur Luc va nous rejoindre, essayer de nous rejoindre et essayer de se reconnecter afin que nous puissions suivre justement ces détails qui sont très importants parce que c'est des statistiques dont nous avons besoin. Mianda, à toi.
Ben oui, je reviens avec une autre question. Celle-ci, elle sera dirigée donc vers Madame Pamela, qui, elle, en tant que DRH, va nous donner une perspective par rapport à l'impact au sein de l'entreprise. Donc, l'entreprise, le défi professionnel de la femme a été accru par cette pandémie, particulièrement cette crise sanitaire. Est-ce que vous pourrez nous dire, concrètement parlant, vous, chez Vodacom, et vous en tant que DRH, comment avez-vous accompagné les femmes dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi dans le maintien du niveau de leur performance? Parce que nous savons qu'effectivement, il y a eu des nouveaux paramètres auxquels il fallait tenir compte. Il y a eu des nouveaux défis qui ont été rencontrés dans leur mise en fonction, dans leur travail au quotidien. Comment est-ce que vous, chez Vodacom, ou vous en tant que DRH, Madame Pamela, vous avez pu accompagner les femmes en particulier? Merci Mianda pour la question. Vous savez, c'était compliqué parce que si on s'était vu en décembre 2019 et tu me posais la question, comment tu vois l'année 2020, je pense que personne n'allait penser qu'on allait travailler de la maison, que ça allait être une catastrophe, qu'on n'allait jamais sortir. Et donc, la crise de la COVID est venue vraiment nous surprendre. Au début, on entendait c'était encore très loin. Ouais, c'est en Chine. Et puis bon, c'est en Europe. Mais non, ça va jamais arriver en Afrique. Non, il fait trop chaud ici. Et poum, ça frappe en RDC le 10 mars. Et nous, à Vodacom, nous avons fermé le bureau le 17 mars. Et je sais que nous étions une des premières entreprises de décider de fermer parce que nous avons déjà des outils en place pour aider les gens à travailler à distance. Mais alors, travail à distance, il y a une petite nuance que nous n'avions pas avant parce que avec la COVID, travail à distance veut dire aussi que vous avez les enfants à distance, vous avez aussi les enfants qui sont à l'école en distance. Et nous connaissons un peu notre société, une société très africaine, très bantou. Et la grosse charge domestique revient souvent à la femme. Et donc, la femme professionnelle, il y a beaucoup d'employeurs qui ont loupé cette chance de vraiment les accompagner, de les aider. Concrètement, chez nous, parce que n'oublions pas qu'une femme qui travaille, elle est d'abord une fille de quelqu'un dans une crise sanitaire où tout le monde a peur, il faut s'occuper des parents. Elle est épouse pour celles qui sont mariées, elle est mère pour celles qui ont des enfants. Et donc, du coup aussi avec le personnel de maison qui était parti, parce qu'entre un personnel qui vient, qui sort dans un contexte congolais, c'était risqué. Donc, elle est devenue aussi la ménagère de 8 heures à X heures. Elle est devenue aussi le professeur de cours des enfants. Donc, c'était un gros challenge. Et ce qu'on a aussi remarqué chez nous, c'est qu'il y avait de plus en plus de réunions pendant cette période parce qu'on n'était plus au bureau, on ne pouvait plus se voir en live. Et donc, c'était très difficile. Tout le monde voulait savoir, mais est-ce que cette personne est connectée? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle suit mes mails? Et donc, on a eu une maladie de réunionnite. Et on a tout de suite remarqué ça parce que moi, je me rappelle, et personnellement, j'étais en réunion sur mon laptop dans un Zoom, Teams Call d'un côté, et de l'autre côté, je suis en train de cuisiner. Après, tu réalises que mais pourquoi je suis en réunion de midi à 2? Donc, très bêtement, on a mis en place une procédure qui dit plus de réunion entre midi et 2. D'accord? Donc, de midi à 14 heures, pas de réunion. C'était aussi simple que ça. C'était vraiment juste quelqu'un dire « Eh oh, mais on a un peu trop de réunions, là, c'est bon. » Et donc, pourquoi on a choisi midi 14 heures? Parce qu'on a dit que c'était le temps où les familles déjeunaient ensemble. D'accord? Au moins de ce côté-là, on déjeune ensemble. Et pas de réunion avant 9 heures. Parce qu'on sait qu'il faut installer les enfants, faire celui-ci en Zoom pour ceux qui avaient la chance d'avoir des écoles en Zoom, les autres au moins expliquer la matière de la journée. Donc, c'est des petites choses, des petites procédures qu'on peut mettre en place pour les accompagner. Mais le défi a été énorme, particulièrement pour les femmes. Si je pense, on regarde les statistiques globales, on a vu qu'il y a eu une hausse abus physiques, de violence contre les femmes pendant cette période-là, où les gens étaient les uns sur les autres. Ça a été très difficile. Et nous avons aussi, de notre côté, vu qu'il y avait une hausse de cela. Donc, vraiment mettre en place des procédures sur l'accompagnement mental, physique, émotionnel avec des avocats pour nos collègues qui sont victimes de violences physiques dans leur couple, dans leur maison, parce que c'est pas toujours en couple, hein, ça peut être dans une famille aussi, dans un contexte de frère, sœur, père, enfant. Et donc, c'est des petites procédures que nous avons mis en place
pour accompagner particulièrement nos employés féminines. Donc, nous saluons cela parce qu'effectivement, ce n'était pas évident. Et vous, en tant que DRH, j'imagine, vous êtes très proche des employés. En fait, c'était des questions qui vous tenaient à cœur, d'abord en tant que DRH, mais aussi en tant que femme, puisque vous étiez aussi dans le contrat. Donc, vous saviez exactement de quoi. Absolument. En tant que femme, en tant que mère, oui, bien sûr, je l'ai senti. J'avais ma mère qui était à côté, que je ne pouvais plus voir, plus serrée, mais tous les jours, on parlait au moins 5 fois dans la journée. Est-ce que ça va? Donc, c'était très, très, très difficile, très inquiétant. Mais je pense que ce n'est pas que les femmes qui changent les choses pour les femmes. Je dis toujours que j'ai la chance d'avoir autour de moi des directeurs hommes, un DG homme qui comprennent aussi que c'est aussi leur business. Parce que si on pense que les soucis, des problèmes des femmes, c'est que pour les femmes, on ne va jamais avancer comme ça. Très bien point que vous venez de soulever, parce que la prochaine question, c'était justement par rapport aux performances. Vu que l'entreprise, chez vous, a quand même des KPI à atteindre et qu'il fallait faire tous ces ajustements, comment est-ce que vous avez pu concilier le tout et en même temps, au niveau individuel de chacune d'elles, comment est-ce que vous avez pu les aider à gérer? Je me demande bien, en tant que femme, en tant qu'employée, en même temps, vous voulez accommoder les changements, mais en même temps, l'entreprise doit produire, surtout dans les périodes aussi difficiles nous avons tous connues pendant la COVID-19. Donc, comment est-ce que vous avez pu concilier le tout? Bien, ce matin, bizarrement, hein, les choses arrivent dans l'univers au bon moment. Qui disait si les femmes baissent les bras, le monde s'écroulerait. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est cet esprit de ne jamais lâcher. Je pense que continuer, c'était se focaliser sur une tâche à la fois, parce que sinon, on est très vite débordé. C'était vraiment prendre conscience de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. D'être Superwoman ou Wonder Woman, hein, c'est un film, c'est pas la réalité. Vraiment se concentrer sur une chose à la fois. Et je pense qu'avec l'accompagnement, parce qu'on ne peut pas attendre des employés de nous donner la magie si nous ne sommes pas là pour les accompagner. Et essentiellement, c'est ça, c'est cet accompagnement qui dit, écoutez, nous, on va essayer de faire. Bien sûr, il y a des objectifs, bien sûr, il y a un rendement, mais on va essayer de notre côté aussi de vous accompagner au mieux qu'on pourra. Donc, ce n'est pas parfait, bien évidemment, mais au moins montrer et faire un geste. Et bien évidemment, la discussion entre le line manager et l'employé est très, très important pour dire, écoutez, en ce moment, c'est compliqué parce que nous avons eu des employés qui sont tombés malades, nous avons des employés qui devaient s'occuper des membres de famille qui étaient malades dans leur maison ou en dehors. Et donc, ce dialogue permanent nous a vraiment aidé à surmonter cette épreuve qui était 2020. Mais nous n'avons pas fini. 2021, nous sommes encore en plein Covid. Quand je me rappelle quand Covid avait commencé, on se disait ah non, c'est pour 2 semaines, 3 semaines, un mois au plus, ça va aller. Et les frontières sont fermées pour 2 semaines. Ah non, un mois. Et les frontières étaient fermées pour 7 mois, 6 mois, 7 mois. Donc ça a été un grand challenge, mais je pense prendre une chose à la fois. Et je salue cet esprit de guerrière que beaucoup de femmes ont démontré, particulièrement dans notre entreprise, mais aussi cet esprit d'accompagnement et d'écoute que notre management et que nos collègues hommes ont su aussi démontrer pour nous accompagner à réaliser ensemble nos objectifs de l'année financière. Excellent. Merci beaucoup, Pamela. Mombi, tu veux bien t'adresser à Dr. Luc ou à Madame Yvette pour que nous puissions les entendre aussi. Nous avons besoin de les entendre. Absolument. Donc, en parlant de, je ne sais pas si le docteur Luc on pourra peut-être essayer de relancer pour voir. Oui, je suis là. J'ai même changé de laptop. Ah, bon. Là, on vous entend. Oui, tous bon. Là, c'est parfait. Ça, je les rattrape. Je suis passé du laptop de Pat, que je croyais beaucoup plus professionnel. Et là, j'ai pris mon petit laptop personnel et ça marche mieux. Voilà. Nous sommes très contents. Les caprices de la technologie. Très bon, je disais que Allez-y, docteur. Je pense que je vais recommencer. Oui, oui. Voilà, merci. Encore, merci beaucoup. Rapidement, quelques statistiques
pour donner le background. Comme vous savez, dans le monde, il y a plus de 122 000 cas, 122 millions, plus de 122 millions de cas de COVID. Ça, c'est le chiffre du 25 mars, donc il y a 5 jours. Et il y a eu plus de pratiquement 3 millions de décès. Donc, exactement 2 703 780 décès au 25 mars. Donc, ça, c'est plus que toutes les guerres mondiales réunies. Et si vous regardez les statistiques, 44% de cas et 48% des décès, c'est sur le continent américain. C'est le continent le plus frappé. Ensuite, c'est l'Europe, avec 35% des cas, l'Asie du Sud-Est, la région méditerranéenne, et puis l'Afrique. L'Afrique, c'est pratiquement 3 millions de cas, donc 2,999 152, donc 3 millions. Et ça représente 2% des cas dans le monde. Et pour ce qui est de décès, c'est 76 113 décès, donc 3% des décès. Comme vous voyez, l'Afrique, c'est le continent le mieux épargné. Quand il s'agit de la RDC, il y a 23 provinces sur les 26 qui sont atteintes. Il y a 5 jours, il y avait 27 791 ou 91 cas, comme on dit chez nous. Sur les 27 791 cas, il y a eu 739 décès, donc un taux de létalité de 2,7%, malgré ce qu'on croyait. On pensait que ça serait plus élevé qu'Ebola. Le taux de mortalité, au fait, est inférieur à celui qu'on a connu avec Ebola. Et il y a eu 27 273 guéris. Alors, parmi les provinces, les régions les plus atteintes, c'est d'abord la ville de Kinshasa. La ville-province, à elle seule, elle a 73% des cas qui sont dans l'ensemble du pays, suivi de la province du Nord Kivu, avec 7% des cas, la province du Haut-Katanga, 6,5%, et la province du Congo central. Donc, voilà brièvement le statistique en ce qui concerne le Congo. Donc, retenez, je dirais pratiquement 27 000 cas et 740 décès pour le Congo. Bon, et pour comprendre les actions qui sont menées au niveau de la femme, brièvement, je vous parle de l'organisation de la riposte. L'organisation de la riposte est basée sur les zones de santé. Comme vous savez, le pays a été divisé en zones de santé. Donc chaque zone de santé est responsable de l'investigation dès qu'il y a un cas suspect, c'est-à-dire un cas qui présente le signe. Il y a une équipe de riposte des investigateurs qui descendent dans le lieu. Ils font les tests de dépistage. Si les tests sont positifs, la personne est acheminée dans un centre de traitement où la personne reste en quarantaine. Et puis, on identifie tous les contacts, comme on les appelle, tous les gens qui ont été en contact avec la personne qui est positive. Et ces personnes-là sont suivies pendant 2 semaines, pardon. Donc, il existe des centres de traitement dans la ville de Kinshasa. La ville a été divisée en plusieurs blocs. Selon votre lieu de résidence, on vous oriente vers le lieu de traitement. Donc, certains de ces lieux de traitement, je ne vais pas les citer tous pour raison de temps. Il y a les cliniques universitaires, il y a l'hôpital Monkole, il y a la clinique Galliema, l'hôpital de la Cinquantenaire, et puis il y a le centre sino-chinois, et ainsi de suite. Pour ce qui est de l'impact sur les femmes, partout dans le monde, les données indiquent que les femmes sont plus touchées de manière disproportionnée par le Covid, la maladie elle-même, l'épidémie elle-même, et aussi par toutes les mesures d'intervention qu'on applique pour contrôler l'épidémie. Donc, elles sont touchées à ces 2 niveaux-là. La maladie elle-même affecte beaucoup plus les femmes, affectées et pas infectées, affecte. Et puis, les mesures que nous prenons affectent aussi beaucoup plus les femmes. Malheureusement, les statistiques ne sont pas désagrégées par sexe ou par genre. Parce que je fouillais partout, on ne le fait pas. Il y a seulement 52%
des pays qui fournissent des données désagrégées. Ça déjà, ça ne va pas, c'est déjà une injustice. Je pense que parmi les recommandations que je vais faire, je vais demander que désormais qu'on puisse au moins les désagréger par sexe. Oui, même si on... et spécialement parce qu'on vient de dire justement que la femme a déjà un souci d'accessibilité aux soins de santé. Il est très surprenant que dans des cas aussi critiques comme la pandémie, qu'il n'y ait pas au fait des statistiques qui soient désabrégées spécifiquement à la femme. Même dans notre pays, on le fait par là. J'ai un bulletin qu'on publie chaque semaine. Et si je montre les statistiques, tout est confondu. Il n'y a pas de distribution par sexe. Et je pense que c'est une recommandation que je veux porter à la réunion de demain, réunion de task force, parce que je supporte aussi la task force présidentielle sur le Covid. Voilà. Les femmes sont touchées à plusieurs niveaux. Bon, d'abord, il faut savoir qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de restrictions financières. Et les services de santé sexuelle et de reproduction ont été le premier à être confrontés à des restrictions en termes de disponibilité et d'accès. Parce que c'est là où on a d'abord coupé les financements. On a fait, il y a une association qui a fait une recherche ici à Kinshasa et à Goma. Et ils ont déclaré, par exemple, qu'il y a davantage de femmes et de filles enceintes dans leur quartier, dans leurs églises et dans leurs structures. Et une des raisons, c'est que ces services-là n'ont plus accès aux services de reproduction et aux services de santé sexuelle à cause et comme conséquence de la pandémie, pour deux raisons. Un, parce que d'abord, il y a des limitations de transport et de deux, ces services sont de moins en moins accessibles. Déjà, il y avait beaucoup d'inégalités dans l'accessibilité des soins de santé primaires, surtout au niveau des soins de santé primaires pour les femmes et les enfants. Et le Covid n'a fait qu'exacerber ces disparités-là. Et vous savez, il y a même le secrétaire général des Nations Unies qui a dit là, le Covid est en train de nous retourner en arrière, au moins 10 ans en arrière, parce que tous les gains qu'on avait gagnés dans l'équité et dans l'accessibilité de soins de santé sont en train d'être remis en question à cause du Covid. Bon, un autre facteur, la fermeture d'écoles a aussi pesé sur les femmes qui assurent, comme on a vu, les responsabilités de la garde des enfants et notamment en leur assurant une alimentation suffisante. On a vu, par exemple, certaines enquêtes qui ont été faites dans le Bas-Ouélé, en Ituri et le Haut-Ouélé, où il y a un taux élevé de malnutrition maintenant parce qu'il y a de moins en moins accès à la nourriture saine. Certains de ces enfants-là avaient un seul repas et c'était à l'école. Et la maman, comme vous savez, avec les mesures de restriction, comme je le disais, ont beaucoup plus frappé les femmes que les hommes. Notre économie est informelle. Toutes les mamans qui se lèvent tôt le matin pour aller chercher du pain, vendre dans le marché, faire la débrouille, comme on l'a vu même dernièrement quand on a fermé le marché central pour des raisons de réflexion. Toutes ces femmes-là ont perdu leur job, leur income. Il y a de moins en moins d'argent qu'elles ramènent dans leur famille. Donc, il y a moins en moins de nourriture sur la table. Voilà. Et un autre phénomène avec la fermeture des écoles, c'est que les filles, surtout les adolescentes qui ne peuvent plus aller à l'école, courent un risque accru de violences sexuelles et de grossesse et de mariage précoce. Si on ne le voit pas beaucoup à Kinshasa, mais on le voit beaucoup plus dans les provinces et en milieu rural. L'école, c'était pour beaucoup une protection. Alors, le fait qu'elle reste à la maison pendant des mois sans aller à l'école, il y a la violence sexuelle en dehors et à l'extérieur de la maison. Et il y a aussi, dans les écoles où on faisait une éducation sexuelle, cette éducation-là ne se fait plus. Comme vous savez, du moins dans ma génération, quand on grandissait, l'éducation sexuelle par les parents, c'était vraiment c'était rare. Et on le faisait surtout, les mamans le faisaient pour les filles. Et moi, je me souviens, mon père ne m'a jamais parlé des filles. La seule chose qu'il m'avait dit, quand je commençais à
ne rends pas une fille enceinte. Sinon, je vais te chasser la maison. C'est l'éducation que j'avais reçue. Et je sais que ma mère, mes soeurs, règles, mais maintenant, ça se fait à l'école. Si vous fermez l'école, bon, la plupart de ces enfants n'ont plus accès à cette éducation-là. Voilà, ça aussi, c'est une tendance qu'on a observée dans les zones touchées par le virus Ebola lors de l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest. En fait, à l'époque, je travaillais avec le Centre de prévention et de protection des maladies à Atlanta et j'étais basé en Afrique de l'Ouest, à Conakry, Sierra Leone et Libéria pendant 3 ans. Et là aussi, on a remarqué le même phénomène. On avait tout fermé, il y avait beaucoup plus de grossesse et il y avait beaucoup plus de violences sexuelles, non seulement avec les jeunes filles, mais aussi entre les époux et les épouses ou les gens vivant dans la même maison. Parce qu'en fait, les femmes étaient forcées de vivre avec ces gens-là dans la maison parce qu'à l'extérieur, tout était fermé. Donc, il y avait beaucoup plus de probabilité de sexe forcé ou simplement de violences sexuelles et des abus de nature sexuelle. Donc, ça c'est un autre Docteur Luc, je vais devoir vous couper. Juste, on va revenir sur ça, mais parce que vous avez touché à un point très important, qui est donc la fermeture des établissements scolaires, qui était en effet un très grand souci, pas seulement au niveau de la femme, mais juste de la famille en général, mais aussi au sein de l'entreprise. Alors, je vais rapidement aller vers Madame Yvette, qui, elle, gère tout ce qui est prise en charge sociale et médicale à la SODECO, qu'elle puisse un peu nous dire, selon son expérience des quelques mois, les derniers mois vécus, par rapport à cette pandémie-là, tout en enrichissant ce qui a été dit par le docteur Luc, comment est-ce que les femmes ont-elles vécu cette pression supplémentaire suite à ces fermetures d'établissements scolaires? Nous savons, comme le docteur vient de le dire, que c'était aussi une mesure de prévention d'une manière ou d'une autre par rapport aux abus, par rapport à beaucoup de choses auxquelles la femme est exposée en général. Mais vous, en tant que femme aussi, dans la prise en charge que vous avez de plus de 1000 employés dans une entreprise, dites-nous un peu comment est-ce que les femmes ont pu surmonter le fait que, comme l'a dit Pamela tout à l'heure, voilà, la femme qui était une femme employée se retrouve au foyer, elle se trouve ménagère, elle se trouve professeure. Dites-nous un peu, vous, Madame Yvette, comment est-ce que vous avez vécu, comment vos employés ont vécu cela? Merci, Madame Yanda. Comme venaient de le dire tous les autres intervenants, ça a été une situation très difficile pour tout le monde, exceptionnellement pour les femmes, parce que comme Madame Pamela venait de les souligner tout à l'heure, les femmes, c'est elles qui occupent la quasi-totalité des charges. Elles prennent la quasi-totalité des charges domestiques avec elles et rajouter encore les charges des enfants où elles redeviennent professeurs d'une façon un peu plus avancée d'habitude. Elles doivent garder les enfants. Ça n'a pas du tout été facile parce que déjà là aussi, il y a une segmentation des enfants qui ont moins de 10 ans et ceux qui sont à l'âge de l'adolescence. Donc, il faut déjà à ces niveaux-là essayer de faire une segmentation et essayer de mieux gérer à ces niveaux-là parce que avec notre expérience, nous avons remarqué, chose que nous n'avons pas remarqué les années passées, les enfants mineurs de moins de 10 ans, les enfants mineurs entre 15 et 16 ans, nous avons retrouvé une bonne dizaine qui se sont retrouvés enceintes pendant cette période. Donc, du coup, ça signifie que ça n'a pas été du tout facile pour les parents de concilier, de savoir suivre. Donc, cette promiscuité-là fait que les mamans confrontées à une situation très difficile, la charge a été trop énorme. Et du coup, il fallait vraiment mettre en place des mesures d'accompagnement. Chose qui n'était pas du tout facile parce que tout était fermé, tout était bloqué et déjà la communication, pour communiquer avec ces femmes-là, il faut passer par les réseaux sociaux. Elles n'avaient pas le temps de passer par les réseaux sociaux parce que déjà c'était très tard qu'elles terminaient les tâches parce qu'elles n'arrivaient pas à terminer les tâches tôt. Donc du coup, elles avaient accès même à l'information sur la pandémie très amoindrie par rapport aux hommes.
Parce qu'en fait, les hommes, ils se sont retrouvés à ne pas faire ce qu'ils faisaient habituellement et avoir un peu plus de temps. Et du coup, du côté de la femme, les charges ont augmenté et la charge horaire aussi a augmenté. Du coup, elles étaient plus fatiguées, exposées à la fatigue et directement, elles sont sur la défensive. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup qui ont eu des problèmes, qui ont été frustrés. Et du coup, il y a eu des problèmes. À la limite, ici, nous n'avons pas eu des cas comme en Europe, des gens qui se sont suicidés. Mais quand même, je pense qu'après cette pandémie, ce que nous remarquons, c'est qu'il faut une très bonne prise en charge psychologique par la suite pour les dames, parce qu'elles sont vraiment devenues très sensibles à la frustration et très exposées à beaucoup de choses. Vraiment, c'était une situation très, très difficile. Nous avons plus décelé qu'il y a eu beaucoup de violences sexuelles, surtout au niveau sexuel, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes aussi qui se sont retrouvées violées par leurs partenaires, puisque les partenaires, là j'aborde directement la deuxième question, puisque les partenaires ont demandé trop le fait de rester ensemble. Donc, on est en Afrique, vous savez, déjà sur le plan traditionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Du coup, traditionnellement, une femme ne peut pas, même si elle est fatiguée, elle ne peut pas accuser la fatigue, elle ne peut pas se refuser à son mari. Déjà, c'est ça. Donc, ça constitue aussi un viol quelque part. Alors, tout ça, ça n'a pas du tout été facile. Nous avons quand même vu qu'il y a eu certains organismes des femmes, surtout à l'est du pays, qui essaient de faire cette prise en charge-là. Mais ils sont confrontés à un problème qui est le fait que les femmes en Afrique et surtout en RDC ne communiquent pas. Les problèmes conjugaux, ce sont les problèmes qu'on ne vient pas exposer sur la place publique. Ils se disent que c'est comme si je suis en train de vendre une partie de moi, c'est tout ça. Donc, il faut encourager les femmes à parler, parce que parler, c'est bien. Quand vous parlez, ça aide aussi à l'accompagnement. Ça aide aussi à l'accompagnement, chose qui est très difficile. Donc, je pense qu'il y a des canaux de communication qui doivent être faits maintenant, là, parce que c'est plus maintenant, là, qu'on va ressentir, parce que la vie commence à reprendre. Toutes les femmes qui ont été frustrées, qui n'ont pas su très bien gérer toute cette charge-là d'avoir géré les enfants un peu plus. Parce qu'en fait, quand les enfants vont à l'école, c'est un temps de repli. C'est un temps de repli et pour la femme ménagère et pour la dame qui va au boulot, parce que les enfants sont fatigués aussi, ils dorment un peu plus tôt. Mais là, vous avez des enfants qui ne dorment pas tôt, qu'il faut surveiller pendant longtemps, et vous-même, vous êtes fatigué et vous devez travailler. Donc, c'est tous ces mélanges-là. Ça a été vraiment difficile. Mais je pense que c'est les moments que tous ces organismes doivent avoir maintenant pour faire un meilleur accompagnement et un meilleur suivi. Je pense que c'est un peu ça. Très bien. Mumbi, moi, j'aimerais bien poser la question aux hommes qui sont avec nous ici aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de la femme, mais vous n'étiez pas absent non plus. Vous avez vécu tout ça, vous et Dr. Luc. On parle de plus en plus de tous les changements, les ajustements, le burn-out que les femmes ont subi pendant cette période avec les enfants, le boulot, le ménage. Vous, en tant qu'homme, parce qu'on aimerait bien aussi entendre la perspective des hommes partenaires de la femme, comment est-ce que vous avez accompagné, donc, ou quels étaient les constats que vous avez notés? Je vois que Pamela a levé la main, elle aura aussi d'autres questions, mais donnez-nous un peu vos perspectives. Vous, en tant que frère, sœur, mari ou collègue de service, les femmes autour de vous, comment est-ce qu'elles ont vécu l'impact de ce Covid? Nous, en tant moi, en tant que mari et père de famille, je n'ai jamais cru dans ma vie que j'allais devenir prof de maternelle et de primaire, mais je suis devenu et les choses se sont passées plutôt bien, mais cela ne veut pas dire que ça a été évident, au contraire. Si ce n'était pas justement grâce au soutien de mon épouse et de l'avoir à mes côtés pendant ces moments, ce n'aurait juste pas été possible. Donc, tout cela pour dire que voilà, qui dit une femme épanouie et heureuse dit que aussi un foyer épanoui et heureux. Et comme Madame Pamela, la citation de tout à l'heure, la femme qui baisse les bras, ben le monde s'écroule. J'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vraiment le cas. Et si jamais mon épouse avait baissé ses bras, ben là, je pense que le foyer serait écroulé. Très bien, très bonne déclaration, très bien. J'espère qu'elle a entendu ça. Docteur Luc,
Et après, on va demander quand même encore à Joël et à Pamela de pouvoir enrichir un peu ce point-là. Docteur Luc, comment est-ce que vous avez vu vos collègues ou les femmes à votre proximité vivre cette pandémie? Bon, mon cas était vraiment exceptionnel parce que ma famille est aux États-Unis à Seattle et je suis seul. Donc, j'étais confiné seul pendant 4 mois et avec 2 gardiens, c'est tout. J'ai tout fait moi-même. J'étais tout le temps en contact avec, j'ai 3 sœurs qui habitent à la Gombe et j'étais tout le temps en contact avec eux et c'était pas facile. Et elles étaient à la fois tout ce que ma collègue a décrit et le soir, quand je leur parlais, elles étaient complètement épuisées. Malheureusement, je ne pouvais pas me rendre chez elles, elles ne pouvaient pas se rendre chez moi. Et de temps en temps, moi, je préparais la nourriture pour mes petits-neveux et nièces parce que mes sœurs étaient surchargées. Et on s'arrangeait entre le chauffeur et le gars, les agents de sécurité pour leur passer la nourriture. Comme ça les soulageait un peu. Mais je sais que c'était des moments extrêmement difficiles pour les familles, pour les foyers, particulièrement pour les femmes. 2 bons exemples venant des hommes. Pamela a une question. Joël, on aimerait bien entendre aussi le point de vue, surtout qu'il est aussi question des femmes entrepreneurs dans un contexte très difficile de la RDC. Vous avez certainement pu sentir qu'au-delà du fait que vous êtes une institution financière, vous avez quand même eu à sentir qu'il y avait d'autres aspects qui étaient mis à péril. Pamela, s'il te plaît, si tu peux répondre ou poser la question. Oui, merci, Mienda. Non, en fait, j'ai 2 petits commentaires. Le premier, je vois qu'il y a une de nos participantes, Madame Patricia, qui a écrit juste l'observation. Si nous pouvons continuer cette discussion avec les représentants du ministère du Genre pour une prochaine fois, et aussi avec les voteurs des lois au Parlement. La notion égalité et équité a été mise en exergue à l'occasion de la pandémie. Des politiques d'inclusion et de promotion de la femme doivent être créées là où elles n'existent pas et implémentées dans tous les secteurs. Donc ça, c'est un commentaire d'un de nos participants que j'ai trouvé très pertinent. Absolument. Parce qu'il est clair que la charge mentale de la femme, et on en parle en petit forum des femmes, des Wonderfuls par-ci. Donc, un petit forum des femmes où on dit oui, la charge mentale, elle est énorme pour la femme professionnelle. La femme aujourd'hui, c'est une charge mentale qui est énorme. Et je pense que cette pandémie, ce que ça nous a montré, c'est que cette charge s'est simplement alourdie. Et pour beaucoup de femmes, et j'ai bien aimé le commentaire de Madame Yvette qui disait qu'elle n'avait pas de moyens d'exprimer, de sortir ça. Et donc, vous aviez beaucoup de femmes qui étaient fatiguées, qui étaient nerveuses, mais c'est un gros souci que la charge mentale. Et un autre de nos participants qui dit oui, il faut partager les tâches ménagères. Il est temps d'avoir ces discussions, partager les tâches ménagères, mais c'est pas que ça, c'est partager toute une vie pour pouvoir avancer ensemble et que les 2 partenaires se sentent soutenus et épaulés. Parce que si un travaille, parce qu'il y a travail bureau et puis il y a travail maison, et s'il y a un qui fait et travail bureau et travail maison tout seul, ça ne marche pas. Donc, mon chapeau, je fais passer le petit mot de ce partage. Et voilà. Et Dr Luc qui prépare pour ses nièces et neveux, c'est ça qu'on veut encourager. Exactement. Alors, Madame Joël, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. La femme entrepreneur en particulier, face à tous ces challenges, comment ça s'est présenté à vous qui chapeautez un large nombre de femmes qui avaient justement tous ces défis, ces nouveaux défis à relever et maintenir justement leur activité? Oui, en parlant de charge mentale déjà, ça faisait que toutes ces femmes-là qui pouvaient peut-être penser à l'avenir de leur business, finalement, elles ne pouvaient plus penser que par rapport à la famille. Ça veut dire que tout ce qu'elles pouvaient faire pour agrandir son business, finalement, elles devaient revoir tous ces calculs, toutes ces prévisions pour revenir, pour reparler de la famille, parce qu'elles jouent le rôle central en famille. Et pour toutes ces femmes-là qui faisaient le business pour soutenir la famille, ça devenait une charge vraiment mentale très élevée et psychologiquement, ça se ressentait. Ça se ressentait dans les entretiens que nous pouvions avoir avec elles parce que les mouvements étaient assez réduits et donc de loin, on pouvait ressentir cela
même sur la prévision de leurs affaires, en fait. Et cette charge, elle se manifestait aussi par le fait il y en a qui ont carrément arrêté, décidé d'arrêter parce que c'était trop à porter. C'était trop de frustration, c'était trop de pression sur elles, une pression qu'elles ressentaient déjà avant. Et puis, il y a cette pandémie qui arrive. Donc, il y en a qui ne pouvaient que se dire j'arrête tout. Il y en a qui ont même arrêté leur business, qui ont arrêté pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dois prendre en charge maintenant. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est mon business et la famille? Est-ce que c'est moi-même personnellement par rapport à la santé? Mais si aujourd'hui je deviens malade, je me sens mal, mon business ne va pas évoluer. D'où il faut sacrifier quelque chose. Et il y en a qui ont sacrifié, le business, on le met d'abord de côté pour prendre soin de la famille. Donc, tout ça, ça fait que nous allons commencer à ressentir, comme ça a été dit déjà, nous allons commencer à ressentir ça maintenant, que la vie reprend petit à petit, que la vie commence à reprendre d'une certaine manière. Donc, nous allons le ressentir. Il y aura une grosse crise qui va venir. Ça veut dire que tous les efforts qui commençaient à être mis en place doivent être revus. Les orientations doivent être revues maintenant. Et ça doit être revu. Donc, elles font leurs calculs maintenant pour pouvoir voir comment ressortir d'ici la fin de l'année 2021 ou un peu plus tard. Donc, c'est une réalité qu'on doit prendre en compte. Déjà qu'il y a eu cette proposition de voir, par exemple, avec le législateur, qu'est-ce qui doit être mis en place. Il faut aussi penser à ça. Il faut penser à toutes ces femmes entrepreneurs. Maintenant qu'on va reprendre, quelle est la solution congolaise que nous mettons en avant? Quelle est cette solution congolaise pour aider la femme congolaise par rapport à cette réalité qu'elle vit actuellement? Il est très bon, il est excellent. Je vous coupe, désolée, Joël, puisque nous sommes tous en milieu urbain et que nous avons évoqué toutes ces problématiques que nous regardons un peu sous l'œil de personnes dans un milieu urbain. Et la question se pose, parce que souvent, c'est une question qui n'est pas vraiment mise à lumière. C'est comment est-ce que la femme, si nous avons ressenti autant de difficultés, qu'en est-il de la femme rurale? Puisque la femme rurale a déjà un accès encore plus réduit aux soins de santé, aux services de santé et autres. Mais dans le cas de la pandémie, nous avons parlé des confinements et autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme rurale? Je sais que la plupart des entreprises que vous représentez ici ont des branches dans les provinces et dans les coins reculés. Quels étaient les mécanismes qui étaient mis en place? Et j'ai beaucoup apprécié le commentaire de Madame Patricia qui était en écrit, qui disait qu'il faut au fait que les ministères soient impliqués, le ministère du genre, le ministère de la Santé. Mais quel est le pont qui doit être établi entre le secteur privé que vous représentez ici aujourd'hui et les institutions publiques par rapport à la femme rurale face à une crise telle que la crise que nous venons de connaître? Donc, je vais passer d'abord la parole à… Docteur, vous êtes avec nous et peut-être qu'après ça, nous pourrons prendre les questions. Moumbi, je ne sais pas si tu pourrais aider à prendre les questions de nos chers participants qui ont hâte de poser leurs propres questions, soit en live ou soit en écrit. La femme rurale, qui veut prendre la main et nous dire quelles étaient les mesures prises par rapport à la femme rurale? Docteur Luc, vous êtes avec nous? Oui. Bon, en ce qui concerne la femme en milieu rural, je vais d'abord parler de l'impact. Déjà, il faut savoir qu'en milieu rural, il y a des problèmes d'accessibilité aux soins de santé primaires, notamment aux soins de santé maternelle et infantile. Si vous regardez la carte sanitaire du Congo, vous verrez qu'elle est composée de zones de santé et dans chaque zone de santé, il y a des aires de santé et dans chaque aire de santé, il y a un centre de santé. Et les centres de santé regroupent un ensemble de villages autour. Et le rayon de couverture d'un centre de santé va parfois jusqu'à 15 km. Déjà, en milieu rural, avant même la pandémie de Covid, il y avait déjà des problèmes d'accessibilité. Imaginez-vous une femme enceinte qui doit marcher 15 km pour aller à la consultation prénatale ou qui doit amener son enfant à 5-10 km pour avoir accès à des soins de santé pour un paludisme. Donc, il y avait déjà un problème d'inégalité
de difficultés d'accès avant la pandémie. Et ça a été, ces inégalités-là ont été exacerbées pendant la pandémie. Parce qu'au fait, les confinements, le problème de transport a exacerbé le problème. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des patientes ou des malades qui vont en centre de santé, mais il s'agissait aussi de l'approvisionnement de ces centres de santé et de la supervision de ces centres de santé. Donc, il y a eu un impact négatif sur l'accessibilité de soins. Et vous savez aussi que la plupart des femmes en milieu rural et même en milieu urbain sont dans le secteur informel qui a été fortement touché par les fermetures de frontières, de marchés, de restrictions de circulation de la population et ainsi de suite. Ces femmes-là vivent de l'agriculture. Par exemple, toutes les femmes qui viennent du Congo central ou qui viennent de Bandundu avec dans le camion de manioc ou avec dans les bananes plantains et tout ça, elles ne pouvaient plus venir à Kinshasa pour venir vendre leurs marchandises. Et la même chose dans les provinces, parce que la plupart de ces gros marchés où elles écoulent leurs produits sont dans le chef-lieu de province. Donc, ça a été sur le plan financier, économique et sur le plan sanitaire, tout ça a été exacerbé. Et je ne pense pas, moi je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il y a eu des mesures particulières pour les femmes en milieu rural. Je pense que c'est parmi les recommandations que je voudrais faire. Et c'est des structures qui existent déjà au niveau des aires de santé qu'on appelle les agents communautaires, les relais communautaires, au fait, qui sont censés servir de relais entre les centres de santé, où il y a les infirmiers, chefs de centre, le staff, et avec le village. Mais ces gens-là, il faut le reconnaître, sont des volontaires. Et le volontariat a ses limites. Ces gens-là, ils ont leurs propres besoins, ils ont leur propre famille. Et tout le succès est basé sur le volontariat. Et ça ne peut pas marcher. Une recommandation, une des leçons qu'on aura apprises lors de Ebola et de Covid, c'est qu'il faut trouver des moyens de motivation, des incentives, comme on dit, pour pouvoir permettre à ces gens-là de bien faire leur travail de relais. Ça, c'est un très beau point, docteur Luc. Maintenant que vous avez touché à un point quand même assez important aussi, parce que c'est une question que l'on se pose tous. Peut-être, je ne vais pas généraliser, mais vous parlez de volontariat, des relais communautaires. Or, nous savons que par rapport à la riposte de la COVID-19, il y a eu éventuellement ou essentiellement des budgets qui étaient consacrés justement à la riposte d'urgence au niveau de notre gouvernement. Et je sais qu'au sein de votre organisation, donc PAF International, qui est en appui au fait à la riposte, il devrait y avoir au fait des fonds pour que nous ne puissions pas compter sur le volontariat de ces relais communautaires pour pouvoir apporter les soins à la population rurale ou même urbaine. Qu'en est-il? Quelle est la stratégie du gouvernement en ce qui concerne ce gap que nous sommes en train de connaître par rapport à l'accessibilité des soins et aussi à la rémunération du corps médical et des relais communautaires? Bon, je ne voudrais pas parler pour le ministère de la Santé, mais je sais que le staff qui travaille dans les structures sanitaires, en fait, ce sont des employés de l'État. Ceux qui travaillent dans le service de l'État, ils sont supposés avoir un salaire. Mais les gens qui travaillent dans le village, qu'on appelle le relais communautaire ou les agents de santé communautaires, sont essentiellement des volontaires. En fait, les gens dans le village s'arrangent pour leur trouver une motivation, une poule, des œufs, des cossets de manioc, et ainsi de suite. Certains partenaires privés qui appuient ces activités de relais communautaires dans certains pays, comme on l'a fait, par exemple, lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, ou comme on l'a fait pendant la grande épidémie de sida en Afrique australe. Certains de ces relais communautaires, on a fixé des critères de performance. Ceux qui travaillaient bien avaient une motivation, et en général, c'était financière, en fonction des objectifs, des résultats qui étaient atteints. Et c'est pour ça qu'un pays comme le Botswana a été un des rares pays en Afrique à atteindre son objectif pour ce qui est du traitement contre le sida, parce que tout le système
il y avait un système de compensation depuis, disons, le milieu central jusqu'au milieu, au niveau opérationnel, au niveau des centres de santé, des centres de traitement et au niveau de relais communautaires. Ils recevaient quelque chose parce qu'il y a une certaine compensation qu'il faut faire. Le type, la maman, et souvent ce sont les femmes, hein, encore une fois, les mamans qui travaillent 8 heures en train de faire la campagne contre la vaccination, en train d'aider dans les centres de santé, d'aider dans les mères pour les consultations prénatales, ces mamans-là, elles ont aussi leur famille, ils ont des enfants, et en regardant de plus près, mon expérience du Burkina Faso, c'est qu'on a vu que les mamans qui travaillaient dans le centre de récupération nutritionnelle avaient la plupart de leurs enfants mal nourris. Et c'était clair parce qu'ils nous ont dit, mais nous passons beaucoup de temps à nous occuper des enfants des autres, et quand nous rentrons chez nous, on n'a pas le temps de préparer. Donc ça, c'est au niveau... bon, la Banque mondiale a promis, disons, a sorti certaines stratégies pour compenser, pour donner une certaine motivation aux gens, mais je sais que de façon générale, ce n'est pas appliqué au niveau des communautés. Il y a un système qui est basé sur la communauté elle-même. La communauté décide, voilà, nous avons 5 agents qui ont bien travaillé, le village s'entend, le chef du village s'entend, on leur donne des poules, on leur donne du manioc, du maïs, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller travailler dans leur propre champ. Voilà. OK, Mumbi. Merci beaucoup. En parlant de performance, en parlant donc de leçons, hein, c'est un mot qui est revenu, et quelles leçons pouvons-nous en tirer de justement, et quelles sont les précautions à prendre pour l'avenir? Alors, il y a une question qui vient de Eboma Atundu que je voudrais poser à Madame Yvette, qui est justement en ce qui concerne la pandémie. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer en ce qui concerne la productivité des employés, donc spécialement les employés féminins, et quelles sont les mesures à prendre ou à garder pour éventuellement l'avenir qui permettrait justement aux femmes d'avoir un meilleur équilibre entre le travail et la famille? Quelles sont peut-être des recommandations ou des constats que vous avez pu faire par rapport à justement ces leçons que nous pouvons, on espère pouvoir tirer de cette pandémie? Merci Mumbi. En fait, ce qui est clair, c'est qu'il faudrait qu'on puisse revoir la répartition des tâches d'une certaine façon équitable, qu'on commence à en parler parce que c'est un vrai problème social, surtout en Afrique. Comme je l'ai dit, avec nos traditions, il faudrait qu'on en parle, qu'on essaye d'équilibrer les charges domestiques. Et déjà, en équilibrant les charges domestiques, on verra quand même une lueur d'espoir qui viendra et qui pourra soulager les femmes qui travaillent, même les femmes ménagères, parce qu'elles courent derrière la montre tout le jour. C'est pas évident. Donc, c'est une lourde charge. Il faudrait juste tout revoir et qu'on ait vraiment un soutien du côté des hommes, parce que le vrai problème se situe à ces niveaux-là. Il y a des tâches qui sont, bien entendu, qu'il y a certaines tâches qui reviennent à la femme, mais il y a certaines qui peuvent être allégées pour permettre à la femme de se reposer, d'essayer au maximum de se retrouver aussi et de se sentir un peu plus épanouie dans ce qu'elle fait, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense avoir répondu. Merci beaucoup, Madame Yvette. Et on va tout de suite passer à une autre question qui est pour Madame Joël. Vous avez parlé d'entrepreneurs qui, à un moment donné, femmes entrepreneurs qui ont dû faire le choix. Hein, à un moment donné, faire le choix entre la santé, la famille, le travail, le business. Donc, nous avons une question par rapport à ça. Comment est-ce que vous visualisez les années à venir? Est-ce qu'il y a une personne qui pose la question ici? Est-ce que y a-t-il encore une place pour les jeunes femmes entrepreneurs dans le Congo aujourd'hui? Est-elle valablement représentée? Y a-t-il des programmes de financement à travers des banques comme la vôtre ou a-t-elle été laissée pour compte?
Vous êtes sous Oui, la jeune femme entrepreneur maintenant, elle est en train de bousculer en fait. Elle prend de la place, elle prend elle-même de la place. Nous avons remarqué qu'elles sont très actives, les jeunes femmes entrepreneurs. En 2018, on a essayé un programme de formation pour les jeunes femmes entrepreneurs à partir de 18 ans, de 18 à 25 et 30 ans par là. Et de 2018 à 2020, on a vu beaucoup d'évolutions. Celles qui n'avaient qu'une idée au départ, elles ont créé des entreprises. Celles qui avaient des petites entreprises, elles les ont agrandies, elles les ont restructurées. Celles qui avaient peur de pouvoir se lancer, elles commencent à réfléchir dans quel schéma adopter. Ça veut dire, nous avons remarqué que contrairement à la femme entrepreneur que nous avons connue, nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos grands-mères, qui étaient beaucoup plus dans le commerce, nous sentons que celles d'aujourd'hui, elles vont dans d'autres secteurs, elles évoluent dans d'autres secteurs, que ce soit dans la transformation, dans les services. Donc, c'est plutôt d'autres secteurs vers lesquels elles sont en train d'aller. Et par rapport à ça, nous devons nous adapter à cette jeune femme entrepreneur. Ne plus faire ce que nous avons fait avec les femmes entrepreneurs d'avant, qui étaient beaucoup plus dans le secteur du commerce. Et alors, par rapport au financement, nous commençons plutôt par des formations parce qu'il faut quand même de la formation derrière. Après ces formations-là, assurer un suivi sur tout le long du cheminement. Et des actions sont pour revoir et devoir s'adapter. La jeune femme entrepreneur aujourd'hui, elle est en train de prendre de la place très, très importante. Là, pour le moment, pour juste illustrer ça, je suis à l'Est. Je suis arrivée il y a quelques jours, mais ce que je vois qui est en train d'être fait maintenant par les jeunes femmes, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Ça va des techniques de l'information jusqu'à la transformation, en passant par du service aux entreprises. Et donc, par rapport à ça, c'est devoir maintenant faire en sorte que cette jeune femme entrepreneur soit encadrée dès maintenant et évoluer avec elle, avec différents programmes qui sont en train d'être mis en place. Merci. Merci, Madame Joëlle. Alors, il y a une question, Mombi. Je ne sais pas si on pouvait ouvrir le mic pour ne fût-ce qu'une question de l'audience. Cette question, on va la diriger directement vers Madame Pamela. Madame Pamela, vous allez nous répondre sous deux perspectives. La première perspective, ça sera en tant qu'employeur. Et la deuxième, ça sera en tant que femme. La question… D'accord. Donc, la question je voulais laisser Monsieur Marc, elle est posée par Monsieur Marc. Monsieur Marc, est-ce qu'il peut nous rejoindre? Je ne sais pas on pourra lui ouvrir le micro pour qu'il puisse poser sa question. Monsieur Marc Matondo, l'équipe technique qui est avec nous. Monsieur Marc Matondo, peut-il répondre à cette question? Johnny, est-ce que tu peux lui permettre de poser la question en live? Monsieur Marc va poser la question en live dans dans une minute. Une minute, on peut donner une minute pendant que Madame Pamela se prépare. Elle se réchauffe pour répondre à cette question-là. Ça m'intrigue. Une question live, c'est un piège là complètement. Bonjour. Semble orchestré. Bonjour, Monsieur Marc. Bonjour. Bonjour. J'aimerais poser une question sur le plan vision et santé, parce que du point de vue que la femme congolaise est souvent celle qui prend les décisions de santé pour l'ensemble de la famille, est-ce que cela implique que si elle arrivait à accepter le vaccin contre le Covid, est-ce que cela impliquerait que l'ensemble de la famille sera du coup vaccinée? Voilà, c'était ça ma question. Merci, Monsieur Marc. Wow! Mienda, tu n'as pas choisi la plus facile. Hein? Elle sera posée à tout le monde de toute façon, mais moi, je vois la casquette ailleurs aussi, et aussi la casquette mère et femme. C'est compliqué parce que la COVID est une nouvelle maladie. Je ne suis pas dans le domaine de la santé et je pense comme tout individu, on essaye de suivre un peu ce que les scientifiques disent. Je pense personnellement, pour moi, c'est un peu trop tôt
de répondre à ça, et surtout dans un contexte congolais où nous n'avons pas eu le nombre de cas que, par exemple, les États-Unis ou la France a eu. Je pense que c'est peut-être un peu tôt pour nous, ça c'est un avis personnel, mais c'est un peu, pour moi, c'est très complexe comme question. On parle de la santé des gens. Est-ce qu'une décision sur quelque chose comme un vaccin, oublions que c'est un vaccin de la COVID, est-ce que c'est quelque chose qui se prend seul comme décision? Je ne pense pas. Je pense que c'est une décision qui se prend en couple pour décider si c'est bon ou pas, et c'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Je sais que les avis sont très variés en ce moment sur le vaccin, et je ne suis pas du domaine médical. Je suis désolée, Monsieur Marc, j'ai pas une réponse concrète pour vous. Est-ce que peut-être Dr Luc peut nous donner un avis là-dessus par rapport à, vu que vous êtes dans le domaine, et quelles sont les réactions, quelles sont les tendances par rapport à ça? Je vais d'abord parler de façon générale et puis ensuite mettre l'accent sur le vaccin Covid. De façon générale, nous savons que la médecine a fait beaucoup de progrès grâce au vaccin. Et nous avons tous été, à un moment donné de notre vie, vaccinés contre des maladies qu'on peut prévenir par la vaccination. Et nous continuons à vacciner nos enfants contre ces maladies-là avec du vaccin. Bon, le COVID-19 est apparu dans le contexte où il est apparu. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, 48% des décès rien qu'aux États-Unis, avec des chiffres très impressionnants. Donc, ce qui a poussé la communauté scientifique à accélérer le développement de vaccins. En général, le développement d'un vaccin, ça prend beaucoup de temps, mais ici, c'était un cas exceptionnel. On a pu avoir de vaccins, des candidats vaccins d'une façon très accélérée. Et j'ai une liste ici de statuts de vaccins COVID qui sont soit à l'étude, soit qui ont déjà abouti. Et la liste que j'ai ici, ça fait 17. Et il y en a qui sont déjà utilisés aux États-Unis et en Afrique et en Asie. Il y a par exemple le Pfizer, il y a le Sinovac, il y a le Moderna, qui sont parmi les plus utilisés. Il y a le Johnson Johnson, qui est fabriqué en Afrique du Sud. Et il y a le AstraZeneca. Bon, disons, c'est une maladie virale. Donc, la seule façon de la prévenir, c'est soit les mesures barrières, comme on le sait, mais les mesures les plus efficaces pour une maladie virale qu'on peut prévenir par la vaccination, c'est le vaccin. Donc, le vaccin est arrivé dans un milieu, je dirais, presque hostile. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de mythes sur les réseaux sociaux, et ça n'a pas facilité la tâche. Et vous savez que c'est une décision qui a été prise à un haut niveau, parce que c'est pas quand on achète un vaccin, on ne va pas dans un magasin, on dit bon, donnez-moi ce vaccin-là. Donc il y a des structures qui existent au niveau du gouvernement. Il y a le comité consultatif, les techniques qui fait des recommandations. Nous avons la direction de la pharmacie. Il y a un comité scientifique qui étudie tout ça et qui décide que le vaccin qu'on devra acheter pour le pays. Bon, il y a des vaccins qu'on ne peut pas acheter chez nous, comme le Pfizer, parce que ça demande des équipements de chaîne de froid pour conserver les vaccins à moins 80 degrés. Et nous, on a déjà de problèmes pour conserver les vaccins entre 3 et 8 degrés. Donc, celui-là a été déjà exclu. Donc, le vaccin qu'on a amené, il est là. On a reçu dans un premier temps 1,7 million de doses. Il y a d'autres doses qui vont venir. C'est lequel, docteur? C'est lequel que nous avons reçu ici? Nous avons reçu le AstraZeneca. C'est ce dernier qui fait peur. Hein? C'est le dernier là, qui fait peur à tout le monde parce que les spéculations sont voilà. Les vaccins comme les médicaments ont des effets secondaires. C'est pas des cacahuètes. C'est pas des cacahuètes, c'est pas des bonbons. Donc, il y a des effets secondaires qui vont à la douleur de l'aiguille, qui entre la rougeur, un peu de douleur, un peu de gonflement et tout ça. Donc, on est en train de, disons, au niveau de l'OMS et au niveau de tous ces comités scientifiques dans le monde, on étudie tous ces vaccins et on fait des recommandations. Bon, merci le vaccin, beaucoup, docteur. Vu que nous...
Pardon? Je vous laisse encore quelques secondes parce que nous n'avons plus beaucoup de temps et ce serait bien qu'on puisse… Disons, en résumé, je dirais ceci, c'est un problème de communication et d'éducation qui continue à se faire. Et quand le moment sera opportun, quand on va lancer le programme de vaccination contre le Covid au pays, il y aura probablement, pas probablement, il y a tout un effort de communication qui se fait à travers le média avec les associations de médecins, des pharmaciens, les confessions religieuses pour sensibiliser l'opinion parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et c'est difficile de lancer une campagne de vaccination au milieu de toutes ces rumeurs-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin, ce sera une des solutions la plus efficace pour lutter non seulement contre le Covid, mais contre toutes les autres épidémies qui vont venir dans le futur. La décision, le vaccin n'est pas, comme on dit, mandatory, n'est pas obligatoire. C'est une décision personnelle au niveau de l'individu, au niveau de la famille. Merci. Voilà. Merci, docteur. Alors, nous allons passer un mot pour la fin. Nous n'avons plus que 5 minutes qui restent, mais donc on profite de ces 5 minutes pour donner à tous les panélistes l'occasion d'exprimer un petit mot pour la fin. On va commencer par Pamela a levé la main, donc on commence par Pamela. Oh oui. Non, juste un mot de la fin, merci. Mais je pense que c'est important. Il y avait une question qui a été posée tout à l'heure sur les leçons. Quelles sont les leçons que nous tirons de cette pandémie de la COVID? Et je pense que pour nous, ce qui était très important, c'était on a finalement découvert que le travail peut bien être fait à distance. Pendant très longtemps, les employeurs avaient peur de ça. Non, si on laisse les gens travailler à distance, ça sera difficile, ils ne vont pas travailler. Et pendant 9 mois, on a appris que c'est bien possible. Il est question on a aujourd'hui, les outils sont à notre disposition. Hein. On a Zoom, on a Teams, on a 10 millions de façons pour être en réunion et de travailler. On peut travailler sur un Google Doc tous en même temps. Donc, Teams, c'est magnifique. Donc, je pense que l'excuse que nous avions avant, excusez-moi, des mères qui ne pouvaient pas quitter leur domicile parce qu'ils avaient des enfants en bas âge et qui avaient besoin d'être présentes, elles peuvent travailler à domicile. Pour des personnes avec handicap, qui vivent avec handicap, qui ne pouvaient pas forcément venir dans des bureaux avec des étages, ils peuvent travailler à distance. Et donc, je pense que cette idée qu'il faut être au bureau pour être performant, elle est finie. Chez nous, par exemple, nous restons à 25% maximum d'occupation de bureaux en présentiel. Et jusqu'à ce jour, tout le reste est encore à distance. Et comme vous voyez bien, je travaille de chez moi aujourd'hui et je suis cadre dans notre entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment une des grandes leçons que nous avons tirées de cette pandémie de la COVID. Excellente leçon pour tous. Donc, nous retenons de Dr. Luc au fait que le vaccin est l'une des meilleures solutions face à des pandémies et des maladies en général. Et de Pamela, on peut dire que c'est une leçon que nous avons tous appris. Parce qu'effectivement, le travail à distance, ça fait peur à tout le monde, pas seulement aux employeurs, mais aussi aux employés. Très bonne leçon. Madame Yvette, est-ce que vous pouvez dire votre mot aussi de la fin, leçon ou recommandation à faire? Mais comme Madame Pamela vient de le dire, chacun est au niveau personnel et dans les niveaux organisationnels, tout le monde a eu à tirer quelque chose de cette expérience du Covid que nous continuons à vivre jusqu'à présent. C'est plus le sens de l'organisation, dans tout ce que nous faisons, mieux nous structurer pour être prêts à subir tous les changements possibles qui peuvent venir. Donc, c'est la plus grande chose que j'ai pu maîtriser de cette expérience, hein. Mieux se structurer et mieux s'organiser pour être prêt au cas où. C'est ça. Excellent, excellent. Merci encore à Madame Yvette. Très bon message. Très enrichissant, en tout cas. Très bon message. Et à Madame Joël qui va dire aussi son mot de la fin. Leçons apprises, recommandations par rapport à la COVID-19 en général ou à la femme spécifiquement. Cette crise sanitaire, elle nous a appris beaucoup de choses. On se souviendra que dans les années 90, avec la crise qu'il y avait eu dans les années 90, les fonctionnaires n'étaient pas payés, donc c'était sur la femme que tout cela devait retomber, donc la femme devait se relever très vite pour pouvoir essayer de soutenir la famille. Ce sont des leçons que nous apprenons encore aujourd'hui avec cette pandémie.
où la femme, déjà, elle n'a pas assez de moyens, elle gagne moins, elle épargne moins, et donc les chocs, elle subit très facilement les chocs économiques. Très facilement, c'est donc d'essayer de lui donner encore plus de moyens. Moi, je suis pour une solution congolaise par rapport à nos réalités, qu'on ne prenne pas des solutions qui viennent d'ailleurs, mais des solutions purement congolaises, que ce soit pour la femme dans les milieux urbains ou dans le milieu rural, parce que celle qui est dans le milieu rural, c'est elle qui nous nourrit. Et celle qui est dans les milieux urbains maintenant, avec toutes les réalités qu'on a tout autour, ça veut dire que la femme, elle continue à garder ce rôle central, donc on puisse lui donner les moyens qui puissent l'aider à être un peu plus forte économiquement et socialement. Excellent, excellent. Moi, je suis aussi pour cet avis-là que les solutions qui sont apportées aux crises en RDC doivent être adaptées à notre contexte. Et cela permet au fait d'avoir des ripostes ou bien des réponses qui sont mieux ciblées et qui apportent des résultats satisfaisants par rapport aux différentes crises que nous connaissons. Docteur Luc a levé la main. Je crois que… Juste trois choses. La première chose, on a vu que les femmes, c'est vraiment le workforce, comme on dit en anglais, dans nos pays, surtout dans nos pays africains. Et si on est sorti sans trop de dégâts au cours de cette épidémie, sur le plan économique et social, je pense que nous les devons tous à nos mères, à nos tantes, à nos épouses, à nos nièces. Et il faut que, comme recommandation, qu'on crée un environnement qui est propice à cet épanouissement de la femme. Je pense sur le plan purement santé, il faut améliorer l'accessibilité aux soins de santé primaires, surtout dans le milieu rural. Ce n'est pas normal que, vous savez, malheureusement, notre pays est parmi les 5 pays au monde qui ont les taux les plus élevés de mortalité maternelle à cause de l'accouchement. Une femme ne devrait pas mourir parce qu'elle donne la vie. Et la plupart de ces cas-là, c'est des hémorragies postpartum. Donc, il faut améliorer l'accès aux soins de santé primaires, aux soins de santé maternelle, surtout en milieu rural, surtout en cas d'épidémie. Le deuxième message que je voulais donner, c'est assurer à cette femme une certaine sécurité alimentaire. La plupart de ces femmes travaillent dans le milieu informel. Donc, il faut, et dans ce milieu-là, il y a beaucoup de tracasseries, comme vous le savez. Il y a les taxes, il y a les impôts, il y a tout un tas de trucs. Il y a des problèmes pour écouler leurs marchandises. Je pense que sur le plan socio-économique, là aussi, il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau du gouvernement, au niveau de ministère, pour créer cet environnement positif qui va, comme on dit, empower la femme congolaise. Le troisième point, c'est travailler beaucoup plus. On n'a pas beaucoup vu ça, du moins au Congo, mais on a beaucoup vu ça dans d'autres pays comme en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest, où on utilise les structures, les associations des femmes qui existent déjà pour les encourager, faire passer le message. Les groupes de femmes, les activités génératrices de revenus. Je pense que c'est là où il faut investir et investir beaucoup plus en cas d'épidémie parce que comme tout est fermé, tout est confiné, au moins elles ont des activités, elles ont disons de la nourriture pour s'occuper de leur foyer et ils ont accès aux soins de santé primaires parce que la plupart des gens qui sont morts pendant cette pandémie, ce n'est pas seulement la pandémie. Hein. Moi, je connais personnellement des amis qui sont morts parce que des AVC ou de suite d'accouchement, parce que simplement, il n'y avait pas d'accès aux soins de santé primaires. Ce n'était pas seulement le Covid qui a tué. Il y a eu des morts qui ont été occasionnés par les effets de la Covid. Voilà. Et comme vous avez dit, docteur, tout à l'heure, il est important de noter, donc comme vous le dites, il y a des personnes qui ont été infectées, mais il y a aussi des personnes qui sont affectées. Et je crois que dans le cas de la pandémie de la COVID-19, nous avons tous été quelque part affectés d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous connu quelqu'un qui a été infecté. Nous avons connu des pertes de vie. Et donc, il est très important pour nous de pouvoir évoquer aussi toutes ces questions qui sont proches de nous. Et c'est ça qui est l'Ubantu. Avant de pouvoir clôturer, je vais demander à Moumbi, au fait, de remercier nos panélistes avant que nous puissions dire au revoir à nos participants et à nos panélistes et prendre notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les participants, panélistes, Kelo Bantu,
ce webinaire qui clôture d'ailleurs ce mois de mars, hein, et qui ne devrait pas uniquement être un mois de tentative de réparation face au profond machisme de nos coutumes et de nos cultures et la manière dont nous traitons nos femmes. Ça devrait être un effort qu'on fournit tous les jours. Merci en tout cas pour tout le monde. On termine en clôturant par la citation qui a été citée tout à l'heure. Si la femme baisse les bras, le monde s'écroule. Ceci est Kelo Bantu webinaire. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tout le monde, merci aux panélistes. Prochain rendez-vous. L'adresse email a été partagée à tous. S'il y a d'autres questions ou il y a des contacts à prendre, n'hésitez pas à nous écrire. Kelo Bantu, c'est toute l'année, il n'y a pas de saison. Nous allons continuer avec nos activités et nous allons continuer à aborder des thématiques qui nous sont pertinentes. Donc, partagez avec nous vos avis, vos préoccupations. Vos feedbacks sont toujours les bienvenus. Encore une fois, merci à tous et bonne soirée. La pandémie n'est pas encore à sa fin. Donc, observons un peu les gestes barrières, prenons des mesures, protégeons-nous, protégeons les nôtres afin que nous puissions en parler au passé. Donc, bonne soirée à tous et merci. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bonne soirée. Avec nous comme modérateur à Kelo Bantu. Allez, au revoir à tous. Bye bye. OK. Au revoir, Nyanda. Au revoir, tout le monde.